Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de microstructure des marchés. Juste après l'introduction à la finance stochastique et à l'analyse technique, j'ai pensé à introduire ce cours parce que je trouve qu'il est très important avant même d'entrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce cours est très important? Parce que ce cours est celui qui vous permet de comprendre les marchés financiers. N'oubliez pas que le but de tout ce que l'on fait ici, c'est de l'appliquer en finance. Peu importe ce qu'on va faire, que ce soit de la data, que ce soit du trading algo, déjà le trading algo c'est de la finance, donc en gros, la data, l'intelligence artificielle, tout ça, ça sera appliqué en finance. Donc on doit bien comprendre ce que c'est que les marchés financiers et on doit bien comprendre certains termes pour pouvoir mieux faire ce qu'on a à faire. Donc ce cours de microstructure des marchés est juste là pour ça. Bien, vous devez savoir que le cours de microstructure des marchés est un cours qui est purement théorique. Donc, faire des semaines intensives de cours de ce genre ne serait pas avantageux et ne serait pas toujours délectif à votre égard. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on aura besoin d'avancer et qu'on aura besoin de certains termes financiers, je ferai un cours sur la microstructure et comme ça, on avancera. Comme pour l'avant-première de ce cours, j'aimerais d'abord vous dire certaines choses avant que l'on entre pour voir ce que c'est que des contrats dérivés et un peu comment ça se modélise. Donc avant de voir toutes ces petites choses-là, j'ai préféré vous faire ce mini-cours sur l'introduction à la microstructure des marchés pour que vous compreniez un peu comment les choses fonctionnent. Donc, que vous soyez un adepte de l'analyse technique, je pense que ce cours va vous aider parce que si vous comprenez la microstructure des marchés, vous serez un bien meilleur trader, vous serez un bien meilleur spéculateur pour certains qui veulent, mais même pour ceux qui font de l'algorithmique trading, c'est toujours important de comprendre la microstructure. Bref, alors, c'est quoi concrètement la microstructure des marchés? La microstructure des marchés est une branche de l'économie financière qui étudie le trading et l'organisation des marchés. C'est ça la définition de la microstructure des marchés. Laissez-moi noter ça. Donc, la microstructure des marchés, la micro, excusez mon écriture, la microstructure des marchés est une branche de l'économie financière qui étudie le trading et l'organisation des marchés. En gros, c'est ça la microstructure des marchés. Bien, après avoir donné cette définition, j'ai affaire aux débutants, donc je me dis qu'il y a certains termes que vous ne connaissez pas peut-être. Donc on va entrer un peu, on va parler de ce petit terme qui est là, qui est le marché. Alors, c'est quoi en gros un marché? Un marché financier en l'occurrence. Eh bien, un marché, c'est juste un endroit, qu'il soit physique ou électronique, où les traders se rencontrent pour trader en fait, pour en gros acheter ou vendre des instruments financiers. Donc un marché est un endroit où les traders se rencontrent pour acheter ou vendre
des instruments financiers. Alors, je vais un peu essayer de garder ce terme comme ça. Voilà, donc, en gros, un marché financier, c'est un endroit où on se rencontre pour acheter ou vendre des instruments financiers. Mais c'est quoi, concrètement, un instrument financier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là. En gros, un instrument financier, c'est une sorte de contrat, si vous voulez. C'est un outil ou un document qui vous permet d'investir, d'échanger, ou bien en gros, de vous protéger des risques, quoi. C'est-à-dire que de prévoir les risques. Et on va un peu voir ce que c'est concrètement, on va voir des exemples et vous comprendrez un peu. Donc, un instrument financier, est un outil ou un document qui permet, d'investir, d'échanger ou de gérer les risques. En gros, c'est ça un instrument financier. Bien, il y a plusieurs types d'instruments financiers. Et en gros, on va commencer par ce qu'on appelle par des actions. C'est vraiment ce qui est très populaire. Donc, les actions. Alors, c'est quoi une action? Une action, c'est juste une part que vous détenez dans une entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc, une action est une part que l'on détient dans une entreprise. Action, donc, c'est une part que l'on détient dans une entreprise. C'est ça une action. Donc, il y a les actions d'Apple, il y a les actions de Microsoft. Donc, vous pouvez acheter une action d'Apple donc ça veut dire que vous détenez une partie de Apple, une action de Microsoft, une action de Total Energy, voilà, tout ce que vous voulez. C'est en gros ça. Ensuite, il y a un autre type d'action qui est populaire qu'on appelle par les obligations. Les obligations. En gros, c'est quoi une obligation? Une obligation est un titre de créance qui garantit une promesse d'un remboursement. En gros. Donc, c'est un titre de créance qui garantit un remboursement. Un titre de créance, si vous voulez, c'est juste un document qui atteste que quelqu'un ou bien une entreprise vous a emprunté de l'argent auprès de vous et qu'il va le rembourser en fait. C'est un titre de créance donc, qui garantit un remboursement. Alors, concrètement, c'est quoi? En fait, quand on parle d'obligation, c'est un peu, en gros, en termes d'entreprise ou d'État, c'est-à-dire que vous pouvez prêter de l'argent à l'État français, par exemple, ou vous pouvez prêter de l'argent à l'entreprise, et ce qui va faire que l'État français ou bien l'entreprise est ce qu'on appelle par votre émetteur, et vous, vous êtes le créancier. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous prêtez votre argent à l'État français ou à une entreprise quelconque, cette entreprise va signer un contrat pour vous verser certains intérêts pendant une période donnée, et à la suite du versement de ces intérêts, elle va vous verser votre capital. Donc en gros, une obligation, c'est vraiment quelque chose de sûr.
lorsque vous avez des obligations, vous êtes sûr d'être remboursé, à moins que le payeur soit un très mauvais payeur. Mais sinon, vous êtes sûr d'être remboursé lorsque vous avez des obligations. Alors, on va parler d'un autre type d'instruments financiers que j'aime bien, les contrats à terme. Les contrats à terme. Alors, un contrat à terme. Qu'est-ce que c'est concrètement un contrat à terme? Je vous mets dans le contexte. J'ai un marchand de glace dans mon quartier. Donc, supposons qu'aujourd'hui, la glace, elle vaut 1 euro. OK? J'ai un marchand de glace dans mon quartier et j'ai besoin d'organiser quelque chose. J'aurai besoin d'à peu près 1000 glaces dans 2 semaines. Vraiment 1000 dans 2 semaines. Alors, je vais voir mon créancier. Lorsque je vais le voir, je me dis, dans 2 semaines, le prix de la glace peut augmenter de 80 centimes. Donc, en gros, dans 2 semaines, la glace qui coûte 1 euro aujourd'hui peut coûter 1,80 €. Mais qu'est-ce que je fais pour sécuriser ou bien pour gérer ce risque d'augmentation du prix? Je vais donc auprès de mon marchand de glace, je lui propose, je lui dis, écoute, moi j'aurais besoin d'une commande de 1000 glaces dans les semaines qui viennent. Là, la glace, elle coûte 1 euro, mais j'ai bien peur que le prix augmente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je veux qu'on signe un document où tu vas me vendre dans 2 semaines une glace, 1000 glaces, mais pour 1,20 € l'unité. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ma glace à 1,80 € dans 2 semaines, je me dis non, je fais un contrat maintenant et je l'achète à 1,20 €. Alors, donc, vu que, et si, désolé, si le marchand de glace est d'accord avec ça, on va signer un contrat où on va se dire, bien, dans 2 semaines, tu viens acheter 1000 glaces et je te vends l'unité à 1,20 €. Donc, on a signé un contrat. C'est ça qu'on appelle par un contrat à terme. En gros, c'est un accord que l'on passe entre deux parties. Donc, un accord passé entre deux parties où on se dit, ben, écoute, à une date fixée, tu vas me payer tant par rapport au prix que l'on s'est fixé dans l'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Après les 2 semaines, si j'ai raison et que la glace augmente vraiment de 80 centimes, c'est-à-dire que si elle augmente même à 1,50 €, à 1,80 €, moi je vais quand même acheter ma glace à 1,20 € parce que c'est le contrat qui le dit. Par contre, si j'ai tort et que la glace descend et devient 80 centimes, je vais quand même acheter la glace à 1,20 €. Donc là, je perds. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle par un contrat à terme. C'est-à-dire que c'est une obligation que tu dois remplir. C'est un devoir en gros. Donc, un contrat à terme est un accord entre deux parties. Donc, les deux parties dont je parle, c'est la partie de l'acheteur, les deux parties de l'acheteur et le parti du vendeur. Comprenez un peu. Entre deux parties qui, donc, c'est un accord entre deux parties de vendre un produit ou un actif c'est quoi ça? Désolé. Ou un actif à un certain prix fixe à une date donnée dans le futur. Ah, dans le futur. Bref. Donc, en gros, c'est ça un contrat à terme. Et vous devez savoir qu'il y a deux types de contrats à terme. Il y a les contrats qu'on appelle par des forwards et les contrats qu'on appelle par les futures. Les futures et les forward contracts. Et la différence, c'est quoi? C'est que les forwards sont souvent effectués sur les marchés OTC, les marchés de gré à gré, et les futures, souvent sur les marchés physiques comme le New York Stock Exchange, par exemple, le NYSE.
Et les OTC, les forwards, c'est sur les OTC. On va bien expliquer les OTC et les autres marchés dans une autre vidéo. Parce qu'on doit éviter de la rendre un peu trop longue. Bref, donc maintenant qu'on a compris un peu ce que c'est que les contrats à terme, mais on s'est dit, ah, mais si les choses se font comme ça, il y aurait peut-être des gens qui perdraient tout le temps de l'argent ou des gens qui vont tout le temps en gagner plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont créé quelque chose qu'on appelle par les options. Les options. Les options, c'est des sortes de contrats agréables, c'est des sortes de contrats à terme. Mais ce qui différencie les options des contrats à terme, c'est que là, il n'y a aucune obligation d'acheter lorsqu'on arrive à la date qu'on s'est fixée avec l'autre partie. On revient dans le contexte de la glace. Donc, j'avais sécurisé 1000 glaces à raison d'1,20 € l'unité dans 2 semaines. Bien, il peut arriver que dans 2 semaines, comme j'avais dit, que la glace coûte 80 centimes. Et vu que la glace coûte 80 centimes, moi, je me dis non. C'est trop en fait. C'est trop pour 1,20 €. Je vais perdre à peu près 40 centimes par glace. Mais sur 1000 glaces, ça me fait beaucoup d'argent en fait. Donc, ce que je vais faire, je me dis non. Je dois prendre une option qu'on appelle une option d'achat. Ok? Donc, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'options. Il y a des options d'achat qu'on appelle par des calls. Et il y a des options de vente qu'on appelle par des puts. Donc, put option et call options. Bien. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je prends une option d'achat. C'est-à-dire que je prends une option qui me permet d'acheter des glaces à 1,20 € à une date dans 2 semaines. Et qu'est-ce qui arrive? Si maintenant, lorsque je vais arriver à ces 2 semaines, je vois que la glace coûte 80 centimes, et pourquoi je vais l'acheter à 1,20 €? Ce que je fais, c'est que je n'exerce pas l'option parce que ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui se passe? J'annule l'option. Mais vous devez savoir que lorsque j'achète une option, je paye. Donc, je paye le contrat que j'achète. Donc, je vais perdre l'argent du contrat que j'ai acheté. Mais je ne vais pas perdre grand-chose par rapport au fait que j'achète des glaces à 1,20 € qui coûtent 80 centimes. C'est ça, en fait. Donc, l'option, en gros, c'est une sorte de contrat à terme, mais qui ici ne nous oblige pas à forcément acheter ou vendre au moment arrivé. Donc, si c'est bénéfique pour nous, on achète. Si c'est bénéfique pour nous, on vend. Mais si ce n'est pas bénéfique, on n'achète pas, on ne vend pas, on annule l'option. Donc, l'option n'est pas exercée. En gros, c'est ça, une option. Et les options et les contrats, donc les options et les contrats à terme, font partie d'un type de produits financiers qu'on appelle par les produits dérivés. Les produits dérivés. Et c'est quoi un produit dérivé? C'est juste un produit financier qui dérive d'un actif qui est sous-jacent. C'est-à-dire que ça dépend du prix de l'actif qui est sous ce produit-là. Voilà, c'est un peu ça. C'est un petit contrat, mais qui dépend d'un actif qui... On peut avoir un produit dérivé sur le pétrole, par exemple. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on va vendre le pétrole, mais on le met sous contrat. Et du coup, l'actif sous-jacent, c'est le pétrole. Voilà. Et du coup, donc on a des options, des actions, des obligations, des options, des contrats à terme. Et il y a un autre type d'instrument financier qu'on appelle par les ETF. Les ETF, pour faire plus simple, c'est des sortes... Donc, en gros, un ETF, c'est quoi? C'est un portefeuille qui détient plusieurs actifs financiers. Du coup, un ETF, c'est ça. C'est quelque chose, c'est un portefeuille qui détient plusieurs actifs financiers. C'est un peu comme mettre plusieurs
plusieurs fruits dans un même panier que d'acheter des paniers, plusieurs paniers du même fruit. En gros, si vous mettez plusieurs fruits dans un même panier, bah, il va vous coûter un peu plus moins cher que d'acheter un panier pour chaque fruit. Il va vous coûter un peu plus cher. Du coup, un ETF, c'est ça. C'est en gros un portefeuille qui contient plusieurs actifs financiers et dans un ETF, il peut avoir des actions, des obligations, des contrats à terme, en tout cas tout ce que vous voulez. Donc, ils peuvent être contenus dans un ETF. Et ça fait que vous avez un investissement, ou bien ouais, vous avez un investissement qui est un peu plus sécurisé lorsque vous achetez un ETF. Parce il y a plusieurs actifs dedans. Et souvent, ils veulent faire des performances qui sont égales à certains groupes financiers comme à certaines actions comme le S&P 500 ou bien je sais pas, le Nasdaq et tout ça. En gros, c'est un peu ça. Bref. Donc, c'est ça un peu, c'est pas tous les produits financiers que j'ai cités là, mais ce sont les essentiels que vous allez souvent entendre sur les marchés. Mais sinon, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir les banques, voilà, les stocks et tout ça. C'est vraiment des instruments qui sont très importants également qu'on va voir. Mais pour l'instant, pour éviter que la vidéo soit trop longue, il y a 20 minutes, on va s'arrêter là. Maintenant, qu'on sait un peu ce que c'est, vous devez comprendre que le trading, c'est en gros, comment je peux dire, c'est en gros une activité de recherche en fait, c'est un problème de recherche. Qu'est-ce qui se passe dans le trading? C'est que les acheteurs cherchent des vendeurs qui vendent à un prix qui est bas. Et les vendeurs cherchent des acheteurs qui vendent à un prix qui est suffisamment haut. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les traders ont aussi besoin de trouver les clients qui veulent acheter la quantité qu'ils veulent qu'ils achètent en fait. Je suis un trader, je veux par exemple vendre 1000 actions, 1000 actions de tel actif financier. Je veux quelqu'un qui veut venir acheter les 1000 peut-être. Ou peut-être deux personnes qui viennent acheter 500. C'est ça en fait. Donc, c'est un problème de recherche, le trading. Et vous devez comprendre également que dans le trading, c'est un zero-sum game si vous voulez. Un zero-sum game signifie qu'il y a un parti, soit il y a un parti qui gagne, un parti qui perd, et vice-versa, c'est comme ça. Aujourd'hui, les acheteurs peuvent gagner, les vendeurs perdent, et demain, les vendeurs gagnent et les acheteurs perdent. Et autre chose que vous devez savoir, c'est que il y a les dealers et les brokers qui aident les traders. C'est-à-dire que sans les brokers et les dealers, bah, il n'y a pas de trading en fait en vrai. Bon, pas vraiment les dealers, mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, les brokers, en gros, les brokers, c'est des intermédiaires. Si on peut dire ça comme ça. C'est des intermédiaires. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que les traders arrivent à acheter et vendre des actifs financiers. Donc, lorsque le trader ordonne par exemple la vente d'un actif, le broker, lui, ce qu'il fait, c'est que bah, il prend en compte l'ordre du trader et il cherche quelqu'un qui cherche le même actif pour le vendre ou l'acheter. C'est comme ça. Donc, en gros, le broker, ce qu'il fait sur un marché, c'est qu'il ne détient aucun actif financier. Le broker ne détient pas d'actifs financiers, mais ce que lui, il fait, c'est qu'il gagne par rapport aux commissions que les achats et les ventes font. Donc, le broker, c'est un intermédiaire, mais qui ne détient aucun actif financier. Par contre, lorsqu'on va voir le dealer, comme son nom l'indique, le dealer, lui, c'est lui qui apporte de la liquidité sur le marché, si vous voulez. C'est-à-dire que lui, il est là, il détient des actifs financiers. Donc lui, il détient des actifs financiers. Il détient des actifs financiers et il vend et achète des actifs financiers en même temps. Le dealer, c'est ça son rôle. C'est de vendre et d'acheter les actifs financiers. Et lui, il fait le bénéfice comme ça. Il fait le bénéfice en achetant et en vendant. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il crée de la liquidité sur le marché. Donc le dealer crée de la liquidité sur le marché. Mais comment il crée de la liquidité? C'est en affichant les prix des actifs.
Donc, il crée de la liquidité en affichant les prix des actifs. En gros, il affiche les prix des actifs. Il y a ce qu'on appelle par le bid. Le bid, c'est pour l'achat, si je ne m'abuse. Et le ask, c'est pour la vente. Donc, en gros, lorsque vous voyez sur un tableau, un truc sur Internet, on écrit bid, ask devant un actif financier. Le bid, c'est pour le prix d'achat qui est là. Et le ask, c'est le prix de vente. Et c'est le dealer qui règle, en fait, qui met tous ces prix-là sur le marché. Et selon les prix, bah, lui se fait du bénéfice par rapport. Je pense que c'est par rapport au spread qui se fait du bénéfice. Le spread, c'est juste la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Bon, on va bien en discuter dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, on essaie de faire plus court. Donc, en gros, le dealer, il crée de la liquidité. Mais c'est quoi la liquidité? La liquidité, c'est juste, en gros, la liquidité. La liquidité, c'est la facilité de transformer un actif en argent sans pourtant trop baisser son prix, sans pourtant trop le dévaluer. Donc, c'est la facilité de transformer un actif en argent sans trop le dévaluer. C'est-à-dire que sans qu'il perde trop le prix, trop la valeur. Et voilà, en plus c'est ça la liquidité. Je vous prends un exemple. Imaginez un peu que je me trouve dans une grande ville où tout le monde a besoin d'une voiture. Eh bien, vu que tout le monde a besoin d'une voiture, ma voiture va se vendre vite et à un prix qui est très bon. Par contre, si je vais dans un village où les gens n'ont peut-être pas besoin d'une voiture et que j'en vends une, non seulement il n'y a pas beaucoup de clients, mais il n'y a pas, ma voiture ne va pas se vendre plus vite parce que parfois le prix que je vais demander ne va pas arranger les gens qui veulent acheter. Par contre, je serai obligé de baisser le prix de ma voiture pour trouver un potentiel acheteur. C'est un peu comme pour les maisons. Les maisons, par exemple, elles ne sont pas liquides. Le marché de l'immobilier, ce n'est pas un marché que moi je considérais comme liquide. Le marché de vente des avions, ce n'est pas un marché que je considérais comme liquide. Parce que si on met un avion là, ce n'est pas tout le monde déjà qui a besoin d'un avion et ce n'est pas tout le monde qui veut acheter un avion. Donc il faut vraiment donner un prix, voilà, il faut baisser un prix à un moment, faire un bon prix pour que les gens viennent acheter un avion. Donc si vous comprenez un peu, c'est que la liquidité, c'est juste le fait de pouvoir vendre quelque chose rapidement et au bon prix. Et au bon prix. Vraiment, c'est ça quoi. Vous pouvez vendre quelque chose rapidement et au bon prix, donc cette chose-là, elle est liquide. Par contre, si vous ne pouvez pas vendre quelque chose rapidement et que vous devez baisser le prix pour la vendre, c'est que cette chose-là, elle n'est pas du tout liquide. C'est vraiment ça le concept de liquidité. Alors, maintenant qu'on a compris un peu ces petits principes du trading, je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs types de traders. Donc, il y a des traders qu'on appelle par les day traders. Les day traders. En gros, les day traders, c'est les traders journaliers, si vous voulez. C'est des traders qui, eux, ouvrent des positions et les ferment le même jour. Donc, les traders journaliers ouvrent et ferment. Un trader journalier ouvre et ferme ses positions le même jour. Le même jour. Désolé pour le S. En gros, c'est quoi une position? Vous allez peut-être vous demander ce que c'est qu'une position. Une position, en gros, c'est juste le fait d'acheter ou de vendre. C'est ça une position en fait. Donc, par exemple, je peux ouvrir une vente sur l'euro-dollar et je la ferme le même jour. Et soit je fais du bénéfice, soit je perds de l'argent. Mais en tout cas, quand tu ouvres une position et que tu la fermes le même jour, si tu traites de cette façon, tu es ce qu'on appelle par un day trader, c'est-à-dire un trader journalier. Maintenant, il y a ce qu'on appelle par des swing traders. Swing trader, en gros, les swing traders, c'est
un peu comme des investisseurs. C'est-à-dire que eux, ils gardent leur position plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc, c'est des traders qui gardent des positions, plusieurs jours ou semaines. Plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ben, je vous explique. Je peux acheter une action d'Apple aujourd'hui. Ok? Je l'achète aujourd'hui et je dois me faire de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut que je la vende. Imaginez un peu que. Il faut que je la vende. Imaginez un peu que je l'achète à 20 dollars. C'est vraiment un exemple. J'achète à 20 dollars aujourd'hui. Et au fil des jours, mon action monte, monte. Et imaginez un peu qu'au bout de 3 semaines, il monte et il vaut maintenant 30 dollars. Ce que je me dis. Et quand je regarde le marché, j'ai l'impression que dans les jours qui suivent là, il va encore rebaisser peut-être à 19 dollars. C'est possible. Alors ce que je fais, c'est quoi? C'est que moi je vends. Je vends mon action à 30 dollars et je me fais de l'argent. Donc si j'avais acheté, par exemple, 1000 actions de 30 dollars, vous faites le calcul, et si j'avais acheté 1000 actions de 20 dollars, je les revends toutes à 30 dollars, vous faites le calcul, et vous faites la différence, vous trouvez le bénéfice que je me suis fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc le swing trader, c'est lui qui prend des positions vraiment sur de longue durée. Lui, il n'est pas pressé en tout cas. Le day trader, lui, il veut gagner le même jour. Donc, il est pressé, il veut, voilà. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et il y a ce qu'on appelle par le high frequency trader. Donc le trader à haute fréquence, si vous voulez. Le HFT. Le high frequency trader, c'est celui qui trade en utilisant les algorithmes informatiques pour voilà, effectuer des transactions, des milliers ou bien des millions de transactions en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, lui, il peut vendre 1 million d'actions de quelque chose, lui, il peut acheter 1 million d'actions de quelque chose. Le plus important, c'est quoi? C'est juste qu'il profite un peu de l'écart des prix des quelques secondes là. Et c'est vraiment eux qui ont détruit le marché, en gros, les high frequency traders, si vous voulez. Et il y a ce qu'on appelle par les arbitrageurs. Les arbitrageurs, c'est des traders qui, eux, comparent les prix des actifs sur les marchés. C'est-à-dire qu'il peut être sur un marché, il regarde le prix du dollar, par exemple, il dit que là, sur ce marché, 1 euro vaut 1,05 dollars, par exemple. Et sur l'autre marché, 1 euro vaut 1,10 dollars, par exemple. Bah, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va acheter donc, le dollar sur le marché le moins cher et il vient le revendre sur le marché le plus cher. Et il se fait du bénéfice. C'est vraiment des gens comme ça, qu'on appelle les arbitrageurs, qui cherchent tout le temps des petites opportunités comme ça pour se faire de l'argent. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, ça dépend vraiment de ce que vous voulez être. Et selon ce que vous voulez, bah, vous avez un peu le type de profil que vous voyez que vous aimeriez être. En gros, je vais faire un peu une même vidéo, mais cette fois pour les quants, un peu pour les posts dans la finance de marché, pour que vous essayiez un peu de comprendre ce qui se passe. Bien, je pense que on est déjà à 30 minutes, c'est déjà assez, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo où je parlerai peut-être de la finance, on va commencer un peu à parler peut-être de certains modèles qu'on utilise et on va aussi parler d'analyse technique. On va commencer par voir les chandeliers japonais. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon Insta si vous avez besoin de réponses. N'hésitez pas à me suggérer aussi certains sujets qui vous tiennent à cœur que je pourrais aborder sur la chaîne. Mais surtout, abonnez-vous et posez vos questions. Venez sur mon Insta. Je vais juste mettre mes réseaux en bas de l'écran. Vous allez voir si vous avez des questions, vous m'envoyez et voilà, on va voir ce qu'on va faire. Bon, bah écoutez, on se dit à la prochaine. Ciao.